Mardi 3 mars 2020, Bernadette Costa-Prade, journaliste et biographe et autrice de nombreux ouvrages, présentait à la librairie Ombre Blanche à Toulouse son livre La liste de Varian Fry, août 1940, septembre 1941, paru aux éditions Albin Michel. Bonne écoute. On va parler d'un homme dont la mémoire doit être rappelée, dont les actions doivent être rappelées. Et il est vrai que l'ouvrage de Bernadette Costa-Prade, ou Prades, Prade, comme la ville, que son ouvrage est salutaire, parce que, on entre tout de suite dans le vif du sujet, c'est un ouvrage qui est salutaire, parce que quand Christian Thorel m'a dit on va présenter un livre sur Varian Fry, j'ai dit ah oui, bien sûr, Varian Fry. Or, je savais peu de choses sur lui, mais ce que je savais était faux. Et grâce à votre livre, j'en ai appris beaucoup. Donc, c'est déjà... Puis ensuite, on prend énormément de plaisir à lire cet ouvrage. On va commencer par tenter de le définir, mais il est difficile de le définir. Varian Fry. Non, l'ouvrage. L'ouvrage. Parce que ce n'est pas un ouvrage d'histoire ou tel qu'on a l'habitude de les lire. Ce n'est pas un roman, tout est vrai, mais c'est quoi ? Oui, d'ailleurs, il y a une nouvelle expression qui est sortie récemment, roman vrai. Je trouve que c'est assez juste parce que, en fait, au tout départ, quand j'ai présenté ce projet à mon éditeur, il m'a dit mais il faudrait que tu en fasses un roman. Et je lui ai dit mais non, pas du tout, parce que tous les éléments de cette histoire sont totalement, incroyablement romanesques. Et quand j'ai commencé, alors pour vous dire, je suis tombée sur Varian Fry un peu par hasard, parce que je m'intéresse beaucoup à la guerre d'Espagne. Et en fait, les filières d'évasion, on y reviendra sûrement plus tard, que Varian Fry a mis en place, redoubler la route Lister notamment, et d'autres chemins d'évasion par l'Espagne. Du coup, je suis tombée sur cet homme, je me suis rendu compte qu'il avait sauvé André Breton. Alors c'est ça, Varian Fry, on le classe dans l'imagerie historique, on le met avec Sousa Mendes, on le met avec Raoul Wallenberg, on le met avec les grands justes, ceux qui ont sauvé beaucoup de monde. Déjà, être juste est déjà un signe de grande valeur, mais Varian Fry fait partie de ceux qui ont sauvé. Vous nous disiez tout à l'heure près de 2000 personnes. 2000 personnes, oui, si on compte toutes les familles, les enfants qui sont partis avec les personnes qu'il a sauvées. Et ce qui est d'autant plus remarquable chez cet homme, c'est qu'il est américain, et que finalement, il aurait pu passer tout ce qui était de la guerre européenne tranquillement aux États-Unis. Tout à fait. En fait, pour comprendre Fry, il faut vraiment partir du point où il assiste à un pogrom en 1935, vraiment une manifestation antisémite d'une immense violence, avec des banderoles, un bon juif est un juif mort, avec vraiment des scènes de violence terribles, et il en restera terriblement marqué. Ce qui fait que quand, en 1940, sort la clause de l'armistice qui stipulait que le gouvernement français devait remettre aux autorités allemandes tous les ressortissants allemands qui étaient en France, il comprend très vite de qui il s'agit. C'est tous les antinazis qui avaient fui depuis 1933, c'est les hommes politiques, c'est les juifs, c'était tous ceux qui s'étaient réfugiés en France, en fait. Et à partir de là, naît cette idée du comité qui va remonter. Justement, continuons à définir le personnage, la personnalité. Dans mon esprit, je l'avais assimilé à Sousa Mendes et je croyais qu'il était consul. Mais absolument pas. Pas du tout. C'est un jeune journaliste. D'ailleurs, c'est très marrant parce qu'il commence sa vie tout à fait tranquillement. Il est à Harvard, il est à la Columbia, il s'intéresse aux oiseaux, aux Grecs anciens. C'est pas du tout un homme politisé. Il rencontre sa femme, qui, elle, est très pro-Roosevelt. Donc là, il commence un petit peu à s'intéresser aux histoires politiques. La guerre d'Espagne aussi. Il montera un comité d'aide aux républicains. Donc, si vous voulez, c'est un homme qui se politise petit à petit et qui finira de se politiser, bien sûr. C'est un journaliste et il restera d'ailleurs journaliste. Ça sera, je dévoile peut-être un peu trop vite, mais ça sera quand même un des premiers. J'ose pas dire le premier, mais j'ai pas trouvé de traces d'autres. Le premier journaliste américain qui parlera de la Shoah en décembre 1942. C'est probable. Donc, il n'est pas envoyé par le gouvernement américain, puisqu'il n'est pas consul, ce n'est pas une personnalité officiellement sur le sol français. Cependant, Eleanor Roosevelt est active. Oui, parce qu'en fait,
comme ils avaient monté un comité pour venir en aide aux républicains espagnols, ils essaient de recréer un comité pour venir en aide à tous les antinazis qui étaient menacés. Et dans la création de ce comité, vous savez, c'est très courant aux États-Unis, ils font des grandes quêtes, des grandes collectes. Donc là, ils collectent $3 000, ce qui était une somme énorme à l'époque. Mais il faut des visas d'accueil, parce que les États-Unis n'avaient pas du tout la porte grande ouverte. Et là, effectivement, Roosevelt, lui non plus, n'avait pas tellement envie d'accueillir tous les antinazis qui tapaient à la porte, en fait. On connaît les dissensions dans le couple, où lui, il a une politique d'État, une politique de raison, et elle est davantage d'une politique de cœur, et elle va aider justement autant que faire se peut. C'est grâce à elle d'ailleurs que Frye a pu monter sa mission, il le dira toujours. Et c'est grâce à elle que certains bateaux d'enfants ont pu partir depuis l'Europe vers les États-Unis, là aussi. Donc, on est en quelle année? Parce que là aussi, votre livre, c'est un régal parce qu'on suit la chronologie, mois par mois, année par année, de août 1940 à septembre 1941. Oui, on est avant 42 au moment où la Shoah est précisément lancée, et on sait que à partir de août 42, on a déjà 3 millions de Juifs qui sont déjà assassinés. Et là, on est au tout début. On a encore des interstices. Il y a encore des petites portes qui s'ouvrent. D'ailleurs, si tout le monde se retrouve à Marseille, c'est parce qu'effectivement, tout le monde pense qu'il va pouvoir s'échapper par la mer, ce qui est une fausse idée parce que les ports sont extrêmement surveillés, ce qui expliquera d'ailleurs que Frye aura recours aux filières clandestines et aux passages clandestins. Mais pour revenir à votre question, en fait, effectivement, je l'ai découpé comme un journal parce que, vous avez pu le remarquer, il y a quand même beaucoup de monde dans ce livre, beaucoup d'événements, et structurer mois par mois sa mission, ça me permettait aussi de rester au plus près de ce qu'il avait lui-même vécu. Et on assiste petit à petit, effectivement, à sa prise de conscience, parce que lui, quand il arrive, il faut voir, en fait, il arrive avec une liste de 200 noms adoubés par Roosevelt. Donc, une liste où il y a... Éléonore Roosevelt, absolument. Non, si, Roosevelt aussi, parce que s'il ne l'avait pas adoubé, Éléonore n'aurait pas pu avoir les visas. Donc il arrive, mais les noms, c'est Gide, c'est Chagall, c'est Matisse, c'est Breton. Voilà, Roosevelt ouvre sa porte à des cerveaux, mais pas aux lambda menacés. Et donc, si vous voulez, quand il arrive avec sa liste de 200 noms, il se rend très très vite compte qu'il y a une misère telle, il y a énormément de gens. D'abord, dès qu'il ouvre son premier bureau, il y a une file d'attente qui se met, parce que le téléphone arabe marche bien à Marseille, donc tout le monde dit, il y a un type formidable qui arrive avec les poches pleines et des visas pour les États-Unis. Donc, en fait, il est vraiment tout de suite très très sollicité, et il va tout de suite se rendre compte, et c'est pour ça que je voulais aussi le faire mois par mois. Je suis cette idée du mois par mois parce qu'au tout début, il va chercher évidemment à rentrer en contact avec les gens qui sont sur sa liste, et là il va se rendre compte que tous ces gens-là, si vous voulez, Chagall, il est en France depuis des années et des années, il se sent pas menacé, Gide n'a pas aucune envie de partir, Matisse encore moins, donc c'est-à-dire qu'en fait tous les gens sur sa liste, pas tous, j'exagérerais, mais font un petit peu la fine bouche. Et en revanche, des centaines d'inconnus viennent taper à sa porte et lui réclamer qui a un visa. C'est là aussi que ce livre est salutaire, c'est-à-dire que là encore, Varian Frye, on l'a toujours rattaché aux artistes, aux intellectuels qu'il a pu sauver. Mais c'est là qu'il atteint une autre grandeur, c'est que il a sauvé près de 2000 personnes. Et en fait, il a sauvé une cinquantaine, peut-être, on n'a pas compté, mais ça doit être à peu près ça, une cinquantaine d'artistes reconnus. Et finalement, ce que l'on voit, c'est un homme qui essaie de faire du bien autour de lui et une course contre la montre. Tout à fait. Alors c'est un quaker. Déjà, c'est-à-dire c'est un humaniste. Il a été élevé dans l'idée qu'il fallait venir en aide aux autres. Donc c'est une partie importante de sa personnalité. Et puis effectivement, c'est un homme assez touchant. C'est une très belle personne. À la fois, c'est un homme assez distant, assez froid, assez hautain. Donc il peut parler avec les autorités. Les autorités l'écoutent. Ça, c'est important aussi. C'est pour ça d'ailleurs qu'il peut faire beaucoup de choses dans la clandestinité, parce qu'il a toujours un costume 3 pièces. Il est toujours
extrêmement élégant, extrêmement fair-play. Et donc, en fait, on ne le voit pas venir. Hein. Il a fait beaucoup de choses comme ça grâce à sa personnalité, à sa mise et à sa façon. Alors, on n'est toujours pas entré dans les détails, on est encore dans les grandes lignes. Il y a lui, sa personnalité, le fait qu'il soit Quakers, et c'est important parce que ce sont les premiers à entrer dans les camps d'internement aussi. Ils ont ouvert la porte à la CIMAD, et la CIMAD est entrée après les Quakers. Mais il y a aussi des femmes qui l'entourent. Et ces femmes sont aussi admirables. Ah oui, absolument. Celles qui aident. Ce qui est vraiment extraordinaire avec Varian Fry, c'est que lui-même est une belle personne, mais il s'entoure vraiment de personnages tout à fait... Alors là, pour le coup, on peut dire presque romanesque, parce qu'une femme comme Mary Jane Gold, qui est une riche héritière, elle a un avion qu'elle pilote toute seule, et tout d'un coup, elle se prend d'affection pour Fry. D'abord, elle l'aide financièrement, mais elle va aussi participer aux interviews et tout ça, parce que évidemment que Fry va aider des personnes en difficulté, mais il ne peut pas aider tout le monde. Donc, en fait, ils font des interviews, ils reçoivent un certain nombre de personnes et ils regardent qui sont les plus menacés, en fait. Fry, en plus, si vous voulez, il faut voir qu'on ne lui a pas du tout, alors peut-être je rentre un peu trop vite dans le détail, mais on ne lui a pas du tout facilité la tâche. C'est-à-dire que quand il arrive, le consul est furieux. Le consul Fullerton, le consul américain, qui est à Marseille, il le fait patienter, il le reçoit vraiment sans aucune bonne volonté, parce qu'en fait, ils veulent rester en bon terme avec Vichy. Et ils s'aperçoivent très vite qu'il va outrepasser sa mission. Oui. Vous avez évoqué cette riche américaine. Oui. On a aussi le modèle de Mayol. Oui, alors il y a Dina Verny. Alors Dina Verny, c'est un peu particulier parce qu'en fait, elle va commencer à faire des passages, évidemment, à partir de la bergerie de Mayol, en août et jusqu'à fin septembre. Donc en fait, au tout début de la mission de Fry. Et donc, il travaillera très très peu avec elle, en fait, parce qu'elle va vite arrêter dans la mesure où elle est très vite repérée. Comme elle a une façon tout à fait particulière pour se faire reconnaître des personnes qui sont candidats au passage, elle met une robe rouge et elle va à la gare de Cerbère et elle attend qu'on vienne vers elle et personne ne parle et ils partent dans la montagne. Donc ce petit manège ne va pas durer très très longtemps, elle sera vite repérée et elle ne pourra plus faire de passage. Oui. Alors là aussi, autre idée préconçue et fausse. Je pensais que Varian Fry était à Marseille, donc il allait affréter des bateaux depuis Marseille, mais non, le passage se fait par les Pyrénées et on passe par les Pyrénées-Orientales. C'est un périple qui se fait. Incroyable. Non, parce qu'en fait, si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'il a pensé, Fry, que puisqu'il avait obtenu des visas américains, il allait pouvoir faire sortir les personnes, puisque les États-Unis les accueillaient. Mais en fait, le gouvernement français avait instauré un visa de sortie, et c'est ce visa de sortie que les gens n'arrivaient pas à avoir. Et donc, comme il n'y avait pas de visa de sortie, que les ports étaient extrêmement gardés, la seule façon de pouvoir passer par la montagne, c'est se passer de ce fameux visa de sortie en sortant clandestinement, en fait. Tous ces passages. Et après, ils traversaient l'Espagne, et puis ils allaient au Portugal et ils prenaient le bateau pour New York du Portugal. Ouais. Alors, on en parle de tous ces artistes ? Oui. Parce que c'est vrai que c'est sans dévoiler tout le livre, mais surtout pour donner envie. Mais c'est vrai qu'on croise, grâce à lui ou grâce à vous, on croise Alma Mahler, on croise Breton, on croise Chagall, on croise Walter Benjamin et tant d'autres. Vous faites des galeries de portraits, ils sont très savoureux, ils donnent envie d'aller plus loin à chaque fois. Restons un peu avec Alma Mahler. Elle, je ne savais pas qu'elle était passée par là. Je pensais que sa notoriété, et Franz Werfel aussi, qui à un moment même n'a pas été arrêté par les autorités autrichiennes, il était un juif d'honneur en quelque sorte. Et je pensais que ils avaient pu partir comme cela. Non. En fait, ils ont été eux aussi coincés dans en la France. nasse, absolument. Ouais. Et oui, Alma Mahler, alors c'est vraiment un personnage, et ça sera la première d'ailleurs que Fry fera passer avec Henrik Mann, qui est le frère de Thomas Mann, le frère aîné de Thomas Mann, et Golo Mann, qui est son fils. Et donc ils vont passer, alors eux, par le chemin de Cerbère, qui était donc un petit peu moins difficile, mais Alma Mahler, elle arrive avec ses 12 mâles, elle a des sandales,
l'école. Elle a une personnalité assez désagréable, donc elle ne reconnaîtra jamais à Fry non plus. Elle dira jamais un mot sur Fry dans ses mémoires. Et il y a dans tous ces passages, alors le passage de Walter Benjamin est évidemment tragique, mais la traversée d'Alma Mahler avec Henrik Mann et Franz Werfel, c'est une épopée. Alors il faut l'imaginer. Alors les mâles ont voyagé avec Fry par train, mais elle a une espèce de sacoche où elle a toutes ses partitions, parce que c'était une excellente musicienne aussi, elle ne voulait pas la lâcher. Et à un moment donné, il tombe sur une patrouille. Je vous raconte cette anecdote parce que ça dit quelque chose de la façon dont il a été aidé. Il tombe sur une patrouille dans la montagne et là, la police les voit tout de suite. Enfin, il n'y avait pas besoin d'avoir fait de grandes études pour voir qu'ils étaient en train de se sauver. Et les flics leur disent attention, ne vous trompez pas de chemin. Il ne faut pas passer par la droite, il faut aller sur la gauche. Parce que sinon, vous allez retourner en France. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les policiers censés garder ce chemin qui leur avaient indiqué la route. Et quand ils sont arrivés à la frontière, autre anecdote incroyable, ils avaient souvent des faux papiers, mais Goloman n'avait pas de faux papiers. Et donc, il y a le douanier qui regarde son passeport et qui dit Golo, Mann, mais il dit Mann comme Thomas Mann. Et alors, Golo se dit ça y est, ma dernière heure est arrivée. Et en fait, il le salue, il lui serre la main, il dit je suis fier de rencontrer le fils d'un si grand homme. Voilà. Donc, c'est aussi ces épopées humaines, c'est ça, moi aussi, qui m'a beaucoup touchée parce qu'on rencontre tout le monde là. Celui qui arrêtera Fry, quand il lui demandera mais pourquoi vous me pourchassez, c'est parce que vous avez sauvé des antinazis et des juifs. Donc il y avait quand même aussi en majorité cela, mais il y avait aussi beaucoup d'entraide. Il y avait cette entraide, mais il s'est aussi, et toute l'histoire du sauvetage le montre, c'est aussi la loterie. Et celui qui a perdu à cette loterie, c'est Walter Benjamin. Absolument. Ah oui, c'est tragique, Walter Benjamin, parce que en fait, si vous voulez, à la frontière espagnole, on ouvrait ou on fermait la frontière, mais c'est kafkaïen. On ne savait pas pourquoi. C'était très aléatoire, voilà, effectivement. Il n'y avait pas de consigne. Et là, le jour où il arrive, on lui dit qu'il ne peut pas passer. Et il faut voir, ce sont des gens qui fuient depuis 1933, ils sont fatigués, ils sont allés dans des camps. Walter Benjamin, il a été incarcéré, il ne savait même pas comment tenir sa timbale. Enfin, c'était des intellectuels qui n'étaient pas du tout prêts à cette dureté de vie. Et là, quand il apprend que la frontière est fermée, il va préférer se suicider, alors que, et c'est là aussi tragique, le lendemain, la frontière se rouvre. Ouais. Ouais. Et la veille, elle était ouverte. Ouais. Et la veille était ouverte, absolument. Et on n'a pas retrouvé son corps ? Alors, on n'a pas retrouvé son corps, c'est le plus curieux. Alors, probablement, on pense qu'il est dans une fosse commune, mais sans indication. Et il avait fait tout ce trajet avec sa sacoche où il avait un manuscrit auquel il tenait plus qu'à sa vie. Parce qu'il n'arrivait pas à mettre un pied devant l'autre, mais il avait une sacoche qui pesait je ne sais combien avec son manuscrit. Et on n'a jamais retrouvé son manuscrit non plus. On suit aussi Léon Furtwängler. Oui, Léon Furtwängler. On suit comme cela des destins et on s'arrête longuement dans cette villa qui a l'air très étrangement une sorte de paradis au milieu de l'enfer. Exactement, Herbel. Tout à fait. C'est la parenthèse à chanter, absolument. Ouais. En fait, ils travaillent 12-15 heures par jour, ils sont vraiment fatigués. Et à un moment donné, donc il y a cette fameuse Marie-Jane Gold dont on parlait, et ils décident de s'installer un petit peu en dehors de Marseille. Et ils cherchent une villa, et ils trouvent une très belle bâtisse provençale, et là, ils s'installent, mais c'est une très très grande bâtisse où il y a 18 pièces. Ils se disent, on ne va pas rester là tout seul. Et c'est là qu'arrivent André Breton, Jacqueline Lamba et leur petite fille, Victor Serge avec son fils. Et tout ce petit monde, ce grand monde plutôt, s'installe à la Villa Herbel. Et là, c'est vrai que c'est une parenthèse enchantée parce que ça ne les empêche pas, bien sûr, de continuer leur mission. Mais Breton, c'est maître de l'animation dans la maison. Donc le soir, c'est Cadavre exquis, Jeu de la vérité. Tous les surréalistes qui vivent un petit peu autour de Marseille viennent lui rendre visite. René Char vient lui rendre visite, Max Ernst. Et du coup, ça fait tout de suite une espèce de phalanstère d'artistes où tout ce monde se retrouve et où, moi, je ne sais pas si ça vous a touché, mais moi, ça m'a beaucoup touché sur André Breton, qui est un homme qu'on connaît toujours un petit peu cassant, voilà, qui avait l'habitude de mettre un peu des baffes avec ceux avec lesquels il n'était pas tout à fait en accord. Et là, on découvre un homme absolument délicieux qui fait sa part de ménage, qui balaye les feuilles, comme si cette espèce de phalanstère d'artistes avait donné un petit peu tout le meilleur
valeurs de l'humain à tous ces gens-là. Alors ça, c'est moins paradoxal parce que Desnos a continué à écrire incarcéré à Compiègne, mais donc on a des créations. On continue, absolument. Vous parliez de ce jeu, du cadavre exquis, mais c'est à ce moment-là qu'ils ont créé d'autres choses. Tout à fait. Ils ont créé le jeu de Marseille, en fait, qui est un jeu qui est effectivement très connu et où tous les surréalistes qui étaient dans le coin ont participé. Donc ça donnait quand même des soirées assez sympas. C'est un lieu de création. Alors, c'est un lieu d'amour. J'aimerais aborder ce thème de l'amour. Varian Fry est marié, il a laissé son épouse aux États-Unis, il est en France pour cette mission pendant près d'1 an. Vous n'évoquez jamais de liaison amoureuse? Non. Vous n'avez rien trouvé ou vous n'avez pas osé? On n'a rien. Parce qu'il est entouré de femmes qui ont l'air qui sont les unes plus séduisantes que les autres. C'est vrai. Non, on n'a absolument rien là-dessus, si ce n'est qu'à un moment donné, il a écrit une lettre à sa femme, que j'ai lue d'ailleurs dans les archives, où il lui dit qu'il va un peu au bordel. Mais voilà, ça s'arrête là. D'accord. Donc, c'est pas non plus... Voilà. Surtout, vous avez raison de le signaler, parce que Mary-Jane Gold est une grande amoureuse. Donc, il y a des histoires qui se nouent, Peggy Guggenheim et Max Ernst. Enfin bon, il y a beaucoup d'histoires amoureuses qui se créent, mais Varian Fry reste très sur son quant à soi par rapport à ça. Son éducation quaker. Absolument. Mais pourtant, il participe, alors ça, ils le disent tous, qu'il participe au jeu de la vérité, où il était quand même toujours question de raconter sa vie intime dans le détail. Et puis avec Breton, on peut... avec Breton aussi. Effectivement, l'érotisme est au centre de l'œuvre. Et il participe avec beaucoup de D'accord. Alors, l'amour, effectivement... Alors, Max Ernst, c'est intéressant de le suivre, parce qu'il était d'abord dans une forme de triolisme avec Éluard et Neusch. Maintenant, il est là et il séduit Peggy Guggenheim. Alors, je dirais plutôt que Peggy Guggenheim le séduit, parce que c'est elle qui le met le grappin dessus. Le mot n'est pas très joli, mais en fait, elle était très, très amoureuse de Max Ernst et elle est arrivée dans son lit. Et lui, il a... alors là, pour le coup, on en sait un peu plus. Lui, il s'est un petit peu laissé faire parce que c'est elle qui lui a payé le voyage. Ensuite, ils se sont mariés à New York quand ils sont arrivés. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Mais elle lui a payé un musée aussi. Oui, absolument. Bon, parce que c'est vrai que cette fondation, on voit beaucoup de Max Ernst, entre autres. Il est préservé, ce lieu, où maintenant il est habité de manière... La Villa Herbel? Oui. Ah non, il ne reste plus que le portail, en fait. Reste plus rien. Non. Ça a été, après leur départ, ça a été une maison de retraite pendant un moment. Et puis là, juste à côté, il y a une sorte de centre social. Ce qui est un petit peu tragique aussi, c'est que c'est aujourd'hui dans un des quartiers les plus déshérités de Marseille, avec des gens qui sont, comme à l'époque, en entente de papier, en fait. D'accord. Oui. Donc, on a cet homme, Varian Fry, qui se démène. Je reviens à mes analogies. On sait que Sousa Mendes est sorti de là totalement épuisé, physiquement, moralement, parce qu'il était désavoué par son gouvernement. Varian Fry, c'est un peu le même destin. Complètement. Un épuisement. Oui, c'est un destin assez tragique. Alors, je ne sais pas si on arrive déjà à son destin tragique, parce que ça... voilà. Non, c'est-à-dire je pense que c'est... Si vous voulez, c'est un homme qui va trouver quand même dans ces 13 mois, c'est l'affaire de sa vie. Ces 13 mois, il va se découvrir, d'ailleurs il décrit cela, sa femme, des qualités insoupçonnées d'organisateur et du courage aussi. Il ne savait pas qu'il était aussi courageux, il ne savait pas qu'il allait pouvoir aussi vivre. C'était un grand solitaire. Tout d'un coup, il se retrouve dans un phalanstère d'artistes, ils sont 10, 15 tous les soirs. Il se découvre autre pendant ces 13 mois. Et ça, c'est très particulier parce que je pense qu'avant, c'était un homme qui était assez mélancolique et ensuite... il retombera aussi dans la mélancolie. Alors, donc là, il y a une espèce de parenthèse. Il se découvre autre parce que finalement, il est constamment en danger. C'est-à-dire que, certes, c'est un citoyen américain, il ne peut pas être interné comme d'autres citoyens européens, mais... il n'est pas à l'abri d'un mauvais coup, il n'est pas à l'abri de... Absolument. Que ce soit l'occupant allemand ou nazi. Il sera de toutes les façons expulsé déjà. Donc, voilà. Mais si vous voulez, il a sa mission, il y tient. Quand même, oui, peut-être quelque chose qu'il faut dire, c'est qu'il est parti avec ses noms, il est parti avec l'adoubement de Eleanor Roosevelt, mais très vite, dès le mois d'octobre, on se rend compte qu'il fait des activités clandestines, qu'il change des dollars au marché noir. Donc,
donc très vite, le département d'État veut mettre un petit peu de holà là-dedans. Et donc, on le somme de rentrer. Et lui, sa seule défense, c'est de dire, moi, tant qu'il n'y a pas de remplaçant, je ne rentre pas. Mais il est soumis à des pressions importantes. On fait des descentes dans son bureau, on lui confisque des papiers. Enfin, on ne le laisse pas du tout tranquille, on ne le laisse pas faire ses petites affaires dans son coin. Oui, tout le monde a peur, en fait. Le gouvernement de Vichy a peur de se mettre à mal l'occupant nazi, et le gouvernement américain veut rester dans cette forme de neutralité ou de passivité. C'est-à-dire que chacun a peur d'être tiré dans un sens ou dans l'autre. Et puis Roosevelt avait le département d'État contre lui quand même, hein, donc il était en permanence, on le rappelait à l'ordre. L'immense courage de Varian Fry, qui là joue en solo. Vous, la première chose qui vous a attiré vers Varian Fry, c'était ces noms d'artistes qui auréolent son travail, son œuvre, ou c'était lui, une quête de cette personnalité très mystérieuse? Probablement les deux, mais quand j'ai commencé à tomber sur son nom, et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il avait sauvé toutes ces personnalités, et que moi, personnellement, il y a 3 ans, quand j'ai commencé à travailler sur lui, je n'avais pas rencontré son nom encore. Donc, je le découvrais. Je me disais, mais comment ça se fait? C'était quand même le premier juste américain. C'était pas rien. Je dis, comment ça se fait que cet homme ne soit pas connu? Et je suis journaliste, j'ai commencé à enquêter un petit peu. J'ai acheté ses mémoires, parce qu'il a écrit ses mémoires. Il a écrit un court texte, mais où il raconte sa mission. Et puis, quand j'ai lu ça, je me suis dit, après tout, il a raconté sa mission, il n'y a peut-être pas grand-chose à écrire de plus. Et puis, je me suis dit, mais quand même, dans sa mission, il parle de toutes ces personnalités que vous avez relevées, Marie-Jeanne Gold, Annie Bénédicte, qui est un grand résistant. Je me suis dit, mais ces gens-là aussi, je me suis rendu compte que ces gens-là aussi avaient écrit des livres sur cette période-là. Et je me suis dit, je vais aller lire, voir un petit peu ce qui se passe. Et là, je me suis rendu compte qu'évidemment, ça enrichissait, qu'ils n'avaient pas tout à fait le même point de vue. Et puis après, je me suis dit aussi, quand même, tous ces gens qu'il a sauvés, ils ont dû en parler quelque part. En fait, non. Très peu. Ouais. Ça m'a beaucoup surprise aussi. Et ça, j'ai commencé à trouver ça injuste, en fait. C'est-à-dire, je me suis dit, quand même, il a sauvé toutes ces personnalités qui se donnent, je dirais, même pas la peine de l'évoquer dans leur mémoire ou de dire quoi que ce soit. Et là, c'est vrai que ça m'a commencé à me travailler. Je me suis dit, mais finalement, et j'ai aussi 2 autres questions qui me couraient dans la tête, c'était d'où il venait. Parce que dans ses mémoires, bien sûr, il ne dit pas d'où il vient. Et qu'est-ce qu'il avait fait après? Puisque dans le fond, on n'avait la visibilité que sur ses 13 mois de vie. Et moi, j'avais la curiosité de savoir qui était cet homme et ce qu'il était devenu après. Et quand on vous lit, on voit la très profonde affection que vous avez pour lui. Oui, absolument. Ouais. Oui. On a passé 3 ans ensemble. Oui, c'est ça. Mais après, dans les mémoires, finalement, c'est pas si étonnant qu'ils n'en parlent pas. Quand on voit le portrait d'Alma Mahler tel qu'il est fait par Elias Canetti, où il la montre comme une pieuvre qui, après s'être emparée de Gustave Mahler, va s'emparer de Werfel. Quand on voit les portraits que l'on fait de Breton, qui est tellement plein de lui. Enfin. Oui, alors ils auraient pu quand même. Je veux dire, Fry leur a sauvé la vie. Ouais. Alma Mahler, elle doit la vie. Franz Werfel aussi. Je veux dire, André Breton aussi. Enfin, c'est pas rien quand même de devoir la vie à quelqu'un. C'est ce qui est très intéressant dans ce livre, qui encore une fois se lit comme vous l'avez dit, là, un roman vrai. Vous l'aviez évoqué à peine, la réaction de Chagall et les gens comme ça. En fait, c'est vrai qu'on est en 1940. C'est vrai qu'à ce moment-là, les communistes et les juifs étrangers commencent à être internés. Et on voit par exemple Arthur Kessler au camp du Vernet, il raconte, c'est un vrai camp de concentration, une vraie horreur. Mais on a une forme d'insouciance. Enfin, Fry a le sens du tragique. Lui, il sait. Lui, il sait, absolument. Et Chagall est impressionnant parce que Chagall fait partie des premiers qu'il va voir. Et il est installé dans le Luberon, il peint et il est français, il est naturalisé français, Chagall. Donc il ne comprend pas. Il dit, mais qu'est-ce qu'on vient me chercher? Et la seule question qu'il pose à Fry, c'est moi, je veux bien aller aux États-Unis, mais est-ce qu'il y a des vaches aux États-Unis? Alors Fry lui dit, oui, ne vous inquiétez pas, il y a des vaches, il y a des ânes, il y a tout ce qu'il faut. Ça, c'est étonnant. C'est étonnant et. Enfin, c'est le poète, quoi. Mais il finira par partir. Il finira par partir parce qu'arrêté. Parce qu'il est arrêté et c'est Fry qui le fait libérer. Parce que Fry, là,
Il a un talent absolument fou, c'est-à-dire que quand il apprend que Chagall est arrêté, il appelle le Haut Commissariat et il dit « Si Chagall n'est pas libre dans 1 heure, j'écris au New York Times et le monde entier saura que vous venez d'arrêter le plus grand artiste de tous les temps. » Donc ça calme les esprits et Chagall peut rentrer à son hôtel. Et c'est à ce moment-là qu'il pourra le faire partir. Ouais. Ce qui est étonnant, c'est justement comment Fry... Alors, vous avez parlé de la persécution et de ces scènes qui ressemblent à celles d'un pogrom auquel il a assisté en Allemagne. Donc lui, il savait. Mais c'est vrai qu'en France, on ne savait pas. Non, et on le voit chez les Juifs eux-mêmes, qui vont se déclarer à la préfecture, qui vont se faire rafler une première fois avec le billet vert en 1941. Mais lui, à partir de ce qu'il a vu, il a cette perception pour toute l'Europe. Absolument. Mais ce qui n'est pas commun, hein, c'est pas commun. Tout à fait, c'est pas. Mais vous savez, on avait appelé cette période, enfin vous le savez sûrement mieux que moi, la résistance d'avant la résistance. C'est-à-dire que cette année 40, il commence à y avoir des personnes qui commencent à avoir une sensibilité sur le sujet. Elles sont très très peu nombreuses, vraiment très. Et d'ailleurs, je sais pas, dans le livre, je raconte aussi la visite de Pétain à Marseille. Oui, ça aussi. Ça c'est incroyable parce que même l'Estac qui est rouge depuis depuis toujours et qu'il est encore, j'espère encore un peu. En fait, on lui fait une haie d'honneur à Pétain. Il y a même des santons à son effigie qui s'arrachent. Tout le monde veut son petit santon à l'effigie de Pétain. Et en fait, il est dans ce contexte-là. Il est dans un contexte où il y a une ville qui accueille Pétain comme un sauveur. Alors bon, il faut un peu le replacer aussi. Je pense que la guerre de 14-18 avait terriblement traumatisé tout le monde et donc il y avait une espèce de désir de paix. Voilà, on voulait plus trop retourner dans le conflit. Donc finalement, s'il y avait un Pétain sauveur qui arrivait, bon ben pourquoi pas, on regardait pas trop dans le détail. Donc si vous voulez, c'est dans cette année-là en fait que il a dû essayer effectivement de convaincre les gens qu'ils étaient en danger. Vous écoutez une rencontre avec Bernadette Costa-Prade, enregistrée mardi 3 mars 2020 à la librairie Ombre Blanche, autour de son ouvrage La liste de Varian Fry. On va vous laisser la parole, ça peut être bien. Si vous voulez faire des commentaires ou poser des questions. Vous avez parlé un moment d'un pogrom auquel il avait assisté, donc je pense que c'était en 1933, comme vous l'aviez dit, en Allemagne. C'était en 1935 à Berlin. Ah, en 1935 oui. À Berlin. Oui, donc il était déjà correspondant d'un grand journal au cœur de l'Allemagne à ce moment-là. Alors non, il était aux États-Unis, il était correspondant, il avait été envoyé pour couvrir ce qui se passait à Berlin. Et là, quand il est revenu, d'ailleurs, le tragique commence là, parce que quand il rentre, il écrit son article et personne ne le relève. C'est-à-dire que ça tombe complètement à plat, on pourrait dire. Et il n'arrive pas du tout à mobiliser les Américains autour de cette cause-là. Et malheureusement aussi, en décembre 1942, quand il écrira à nouveau sur la Shoah, il n'aura pas beaucoup plus de succès. Donc je prends le relais. Donc effectivement, ce qui se déroule en Europe est tellement énorme que personne n'y croit. Et même les Européens eux-mêmes, et même les Juifs d'Europe dans un premier temps. On le sait aux États-Unis, mais on pense que, je dirais, l'Atlantique est une barrière suffisante, en fait. Puis, c'est toujours un peu vrai. Il y a peu d'Américains aussi qui s'intéressaient réellement à ce qui se passait en Europe. Quand on voit les gens qu'il a sauvés, je pense à Claude Lévi-Strauss, un super ethnologue qui n'a rien vu du tout. Oui. Alors, il n'a pas été sauvé par Fry. En fait, Lévi-Strauss est parti sur le même bateau qu'André Breton. Voilà, il faisait partie d'une autre association. Mais d'ailleurs, je vous engage, il y a un très beau livre qui s'appelle Capitaine d'Adrien Bosc et qui raconte l'histoire de cette traversée avec André Breton, Anna Segers, Claude Lévi-Strauss, en mars.
Oui, j'avais une question concernant l'équipe à Marseille. Il n'était pas tout seul, Varian Fry. Non. J'avais vu un documentaire sur Arte où il parlait, il y avait des Français. Absolument. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez nous en parler de cette équipe de résistants? Oui, je voudrais bien vous parler, merci de cette question, parce que c'est vrai que je l'ai passé sous silence, notamment Daniel Bénédite, qui était un type assez formidable, qui a été résistant ensuite par la suite, et qui a été le bras droit de Fry, et qui l'a vraiment beaucoup aidé. Notamment, ils étaient extrêmement amis. Et une des premières missions que Fry lui a confiées, parce qu'il voulait essayer justement de mobiliser, puisqu'il était parti avec ses 200 visas de sortie, mais son idée, c'était évidemment d'en obtenir à chaque fois et d'envoyer des documents qui sensibilisent les Américains. Et donc Daniel Bénédite est parti faire le tour des camps de ce qu'on appelait les camps de concentration, mal nommés à cette époque-là, qui sont aujourd'hui nommés camps d'internement, et qui à Argelès, Rivesaltes, Le Vernet, Gurs, enfin tous les camps où étaient finalement prisonniers ceux que Fry essayait de sauver. Donc Bénédite a fait donc une espèce de dossier, si vous voulez, sur les camps. Il était absolument épouvanté et Fry a porté ce dossier à Vichy. Et Vichy l'a même pas regardé, personne ne l'a reçu. Voilà, tous prêchaient dans le désert, même Daniel Bénédite. Et Daniel Bénédite aussi, ce qui est intéressant dans ce que vous me dites, c'est que tous les gens qui l'ont entouré sont des gens qui ont participé à sa conscience politique aussi. Parce que quand il est arrivé, c'est un humaniste, mais il est très anti-stalinien, ça encore, mais il n'est pas du tout au fait des mouvements politiques européens, des divisions. Voilà. Et Dany Bénédite, ça devait être très intéressant à la Villa Herbel, parce qu'il y avait des grandes discussions entre Victor Serge, entre André Breton, entre Dany Bénédite et tout le monde. Voilà. Et je pense que Fry a été pris aussi dans cette ambiance. Pour citer peut-être les plus remarquables, alors qu'il pas français, mais il y a eu Albert Herchmann, qui a été vraiment quelqu'un de très très important aussi, qui l'ont soutenu, qui l'ont aidé. Ils étaient à un moment donné au plus fort du comité, une trentaine de personnes qui recevaient les candidats à l'exil, comme ils appelaient. Oui, et puis toujours avec l'argent. Alors, c'est plus l'argent qui a été la première aide de $3 000. Cette fois, c'est de l'argent des Quakers qui est arrivé. Alors, c'est de l'argent des Quakers, c'est de l'argent de Mary-Jane Gold, c'est de l'argent des intellectuels, de certains artistes aussi, parce que Fry avait une façon assez démocratique de procéder, c'est-à-dire que ceux qui avaient de l'argent payaient pour ceux qui n'en avaient pas. Ouais. Donc, en fait, à chaque fois, quand il faisait passer quelqu'un qui avait vraiment beaucoup d'argent, les papiers, par exemple, les faux papiers, il les faisait payer beaucoup plus cher, et ça lui permettait de donner gratuitement à des gens qui n'avaient pas d'argent. J'ai une question sur la culture américaine et s'il y avait de l'antisémitisme aux États-Unis au moment de la Shoah. Au moment où Fry monte son comité, il est clair qu'il y a une très très grande vague d'antisémitisme. Et c'est pour ça d'ailleurs que Roosevelt ne veut pas ouvrir les frontières et donne vraiment des visas au compte-gouttes, en fait. Parce qu'il a une très très grosse pression de tous les gens qui l'entourent et qui disent non, attention, on n'ouvre pas grand la porte parce qu'on va avoir tous les juifs qui vont débarquer, en fait. Il y avait déjà eu une histoire, peut-être que certains la connaissent, l'histoire du paquebot de Saint-Louis, où effectivement Roosevelt a refusé l'entrée de ce paquebot, où il y avait 900 juifs sur le paquebot, et ils ont été pratiquement tous voués à la mort. Et je pense d'ailleurs que Roosevelt en avait gardé un peu une épine dans le cœur, et que quand il a donné ses visas, un an après, je pense que c'était un peu pour se rattraper de cet acte très inhumain. Cet antisémitisme américain qui... américain, non, c'est excessif de le dire. Mais il y avait effectivement une grande part d'antisémitisme aux États-Unis, comme au Canada. Et c'est assez étonnant de voir, par exemple, à Montréal, à la même époque, des grandes manifestations contre la venue des Juifs européens. D'où, là encore, la manière dont Varian Fry et d'autres ont pu agir est d'autant plus remarquable qu'ils le font aussi contre une partie de l'opinion américaine et qui va leur faire payer. Absolument, oui. Oui, parce que finalement, alors peut-être que là on peut arriver jusque-là, vers l'après, quand il va être expulsé, donc il va être expulsé en septembre.
par les autorités françaises. Quand il arrive aux États-Unis, il n'est absolument pas le bienvenu. C'est-à-dire que même le comité de secours qu'il avait envoyé, tout le monde lui fait la tête, on estime qu'il s'est mal comporté, on estime qu'il s'est mis dans l'illégalité. Et ce qui est très touchant, c'est que cet homme-là, moi, je suis allée voir ses archives à New York, et j'ai compulsé toute sa correspondance à son retour. Et à son retour, il passe son temps, mais quand je dis son temps, il envoie 4-5 lettres par jour au département d'État pour faire pression, en France pour essayer d'améliorer les situations. En fait, c'est devenu presque une obsession. C'est très, très touchant. Il tempête. À un moment donné, il y a une lettre où il dit, parce qu'en fait, les États-Unis ne voulaient accueillir que des personnes qui étaient susceptibles de s'assumer, finalement. Et donc, il a une lettre, très très bien écrite d'ailleurs, où il dit « Mais comment voulez-vous que des enfants s'assument ?» puisqu'on essayait de faire partir aussi des enfants tout seuls sur les bateaux. Si vous voulez, c'était un empêcheur de tourner en rond, quoi. Et on l'a mis de plus en plus à l'écart, jusqu'au point où il s'est fait quand même expulser du comité. Et quand il a écrit ses mémoires en 1945, la première version de ses mémoires, quand elles sont parues, elles n'ont eu aussi aucun succès. C'est un homme qui a été blacklisté, on dit aujourd'hui, mais voilà, complètement mis de côté. Et il en a énormément souffert. C'est-à-dire qu'évidemment, plus il était rejeté, plus il était désagréable. Et c'est vrai que ça a fait boule de neige un petit peu. Mais par contre, il a abandonné en fait son travail de journaliste, parce que quand il a vu que l'article qu'il avait fait sur la Shoah n'avait même pas soulevé ce qu'il espérait soulever, il est devenu professeur. Il est revenu à ses premières amours de latin-grec. Il est redevenu professeur de latin-grec. Mais il a toujours gardé des missions humanitaires. Et pour revenir un petit peu sur ce qu'on disait sur l'ingratitude des gens qu'il a sauvés, en 1964, il y a eu une très grosse famine en Angola et il a essayé de monter un portfolio de soutien. Donc il a demandé à André Masson qui lui a donné une lithographie, Max Ernst aussi, enfin il y en a beaucoup qui ont donné, et Chagall n'a pas voulu donner. Voilà, parce qu'il ne voulait pas la donner. Vous dites c'est sa femme qui était... Alors c'est sa femme, c'était un illuminé un peu. Lui, c'était madame qui s'occupait des affaires et quand à un moment donné, elle lui dit mais qui c'est qu'il y a dans ces lithographies? Et alors il dit il y a Picasso. Picasso en avait donné une et alors elle dit non, pas un artiste. Voilà. Et donc il a pas eu, et quand il aura enfin, parce que Chagall quand même a eu à un moment donné du remords, quand il aura enfin envoyé sa litho, Frey était mort déjà. Donc il n'aura même pas eu le bonheur de savoir que Chagall avait quand même fini par donner quelque chose. La postérité de Frey, justement, trop méconnue, un peu connue à Marseille, et totalement inconnu aux États-Unis? Alors totalement inconnu, non, parce que James Frey, qui est son fils, un de ses fils, travaille un petit peu à sa mémoire, mais c'est pas énorme. Moi, j'ai une scène un peu touchante quand je suis allée à Brooklyn sur sa tombe. Vous savez, aux États-Unis, toutes les tombes sont entourées de drapeaux américains fièrement levés. Et sur la tombe de Frey, qui est toute modeste d'ailleurs, qui est juste une plaque au sol, et là, il y avait 2 drapeaux américains qui étaient tombés par terre, par le vent bien sûr, mais c'est vrai que ça faisait un peu un drôle d'effet dans le contexte. Voilà. Et au musée de Washington, au mémorial de l'Holocauste? Oui, non, c'est eux qui ont, de toutes les façons, c'est eux qui ont beaucoup d'archives. Alors bon, les archives de Frey, il les avait données à la Columbia, peut-être parce que c'était un ancien étudiant de la Columbia, mais effectivement, il y a un travail de mémoire, mais si vous voulez, il n'y a pas un travail de mémoire grand public. Voilà. C'est-à-dire, ça reste connu des historiens, des personnes qui s'intéressent à l'histoire de la Shoah. Et pourtant, combien cette période est romanesque et combien elle ferait un film extraordinaire. Absolument. Oui, tout à fait. Il y a eu un film d'ailleurs, il y a eu un film qui a été tourné un petit peu sur... Mais alors, vous voyez, ça rejoint ce que je vous disais au tout départ par rapport à l'idée du romanesque. C'est que là, dans ce film, pour montrer qu'il avait aussi sauvé Hannah Arendt, on a une scène où on les voit chez le vice-consul, puisque le consul était contre lui, mais il avait de l'aide du vice-consul, avec Hannah Arendt, Marc Chagall, enfin des scènes qui n'ont pas pu exister dans le temps. Ouais. Et alors ça, bon, toujours, moi, je suis un petit peu... Là, vous avez le regard de l'expert. Oui, là, mais bon, ça m'a un peu... Mais c'est vrai que c'est tellement romanesque que ça mériterait d'être en film. Ouais. Oui, c'est tellement inconnu, cette histoire. Je me suis quand même toujours posé la question, comment faisait-il pour passer au nord de l'Espagne à cette époque et au Portugal? Comment ces bateaux partaient au Portugal?
Alors, en Portugal, on laissait passer. On est en 40, donc au Portugal, on laissait passer. En Espagne, c'est très particulier parce qu'effectivement, en fait, Franco, si vous voulez, il y avait... alors, je ne raconte pas dans le livre, mais je l'ai appris par la suite. Franco ne voulait pas se mettre l'Angleterre à dos. Il y avait déjà assez de problèmes comme ça. Et du coup, il y avait toute une base de Britanniques qui était installée à Madrid. Et je pense que c'est ce point-là qui a fait que Franco a laissé passer. Parce que, effectivement, on peut se demander comment ça se fait qu'il laissait passer. Alors ensuite, par contre, ça ne va pas durer. Moi, je parle d'une période, c'est l'année 40-41, où là, il y a encore des espaces, des possibilités de sortie. Alors en fait, Franco, si vous permettez, je complète. Franco, sous la pression américaine aussi, a maintenu cette neutralité. Alors, on a un chercheur, Josep Calvet, qui a beaucoup travaillé sur le passage des Pyrénées vers l'Espagne à partir des registres des prisons. C'est-à-dire que ceux qui passaient en Espagne et qui étaient repérés essentiellement comme juifs étaient emprisonnés. Mais une fois que la prison était pleine, il fallait qu'ils quittent le territoire espagnol. Et là, c'était avec l'argent des Quakers, avec l'argent du Joint, qui est une organisation juive américaine. Et là, ils passaient vers le Portugal ou vers l'Afrique du Nord. Mais ce que refusait Franco, c'est qu'il y ait une masse, une forte densité de juifs stationnés en Espagne. Voilà, c'est ça. Il fallait qu'ils passent. Il fallait qu'il passe. Voilà. L'Espagne était un lieu de passage. Et le problème, c'est qu'il n'y avait rien d'écrit. Il n'a pas écrit quelque texte que ce soit. Donc la Guardia Civile, elle agissait comme elle voulait. Et parfois, la Guardia Civile refoulait vers la France. Et les gendarmes français, eux, avaient des consignes et ils les enfermaient dans les camps du sud, Rivesaltes et autres. Soit la Guardia Civile, comme pour le cas d'Alma Mahler, disait, écoutez, allez plutôt à droite, ce sera mieux. Mais c'était une loterie tout le long de la guerre. Les livres de Josep Calvet n'ont toujours pas traduit en français. Il est en castillan et en catalan. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l'article qu'il a écrit sur la Shoah ? Il était allé en Allemagne, comment il avait... Effectivement, parce qu'il n'était pas du tout retourné. Une fois qu'il est rentré à New York, il n'en est plus parti. Mais en fait, il est resté, puisque j'évoquais cette correspondance qu'il avait très très régulièrement avec la France. Et Daniel Bénédite, lui, était un grand homme politique. Lui, il était au courant. C'est lui qui l'a alerté et c'est lui qui lui a dit ce qui se passait, en fait. Frey, d'ailleurs, dans son article, dit « Je sais de sources sûres et j'ai des preuves de ce que j'avance ». Mais effectivement, c'était un savoir de deuxième main, je dirais, par rapport à ses amis qui étaient restés en France. Il faut dire qu'avant l'entrée en guerre des États-Unis, il y avait beaucoup de correspondants de grands journaux américains qui étaient présents en Allemagne, qui avaient une accréditation et donc qui étaient témoins de ce qui se passait. Alors, est-ce qu'ils avaient connaissance, à l'époque, de l'extermination des Juifs ? Enfin, ils étaient au courant des camps de concentration, des exactions qui étaient faites contre les Juifs. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, ça n'avait aucun retentissement. C'était pas repris. C'était pas repris par la presse. Ça faisait l'objet de petits articles dans la presse américaine. Enfin, c'était dérisoire et c'est vrai que ça n'a pas ému la population américaine à l'époque. Absolument, oui. Alors que, en tout cas, si je prends juste l'article que Varian Frey a écrit en décembre 1942, les États-Unis étaient déjà en guerre. Donc, on pouvait supposer qu'en 1940, ils faisaient un petit peu la politique de l'autruche, mais là, c'était plus difficile. En tout cas, moi, c'est une lecture que je vous recommande parce que, encore une fois, ça a toutes les qualités d'un bon livre d'histoire, à tout le sens des termes, avec un récit passionnant et puis des personnages vrais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écrit ce livre et d'être venu nous le présenter à Ombre Blanche. Et puis, si vous le désirez, donc, normalement, il doit y en avoir là-bas pour venir le faire signer ici. Bonne soirée, merci encore. Le livre de Bernadette Costa-Prade, La liste de Varian Frey, est paru aux éditions Albin Michel. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée mardi 3 mars 2020 à la librairie Ombre Blanche à Toulouse. Bernadette Costa-Prade est aussi l'autrice de biographies telles que Simone de Beauvoir, Frida Kahlo, Niké de Saint-Phal, paru chez Libretto, et d'ouvrages psychologiques comme Osez vous faire respecter avec le docteur Stéphane Clerget, paru en 2010 aux éditions Albin Michel.